Donc, on est arrivé à la phase du déclin du système de Bretton Woods et l'instabilité du système monétaire international à partir du XXe siècle. Donc, il faut préciser ici qu'il y avait des difficultés d'application du système entre 1944 et 1949. Et donc, le système n'a commencé à fonctionner que dans les années 50. Mais elle a donné des situations différentes. D'une part, la supériorité des États-Unis et d'autre part, la dégradation des économies des pays détruits par la guerre. Face à cette position nouvelle des États-Unis, ils vont apporter une aide massive à l'étranger à travers un certain nombre de mesures, par l'annulation des dettes de la plupart des pays étrangers, par le plan Marshall et l'ensemble des aides financières qu'il a octroyées dans ce cadre, et le Fonds monétaire international va autoriser la dévaluation. Et donc, après cette autorisation de dévaluation, on va assister à la réforme monétaire en Allemagne et dévaluation de Deutschmark de 20% en 1949, à la dévaluation du franc français de 18% en 1948, et puis une autre dévaluation en 1949, et la dévaluation dans presque tous les pays européens, avec la création de l'Union européenne des paiements pour limiter les échanges de monnaie. Et donc l'Europe, elle va se réunir dans ce cadre pour limiter les échanges de monnaie. En 1951, il y avait la fixation donc de la parité d'échange, mais les pays manquent d'or et de dollars. C'est un facteur aussi qui est très important. Les années 50, la balance des paiements américaine, elle va enregistrer un déficit et le FMI va intervenir. Donc, quelles sont les causes du déficit aux États-Unis? Donc, il n'est pas dû à un déficit de la balance commerciale, qui est considéré comme largement excédentaire, mais il est dû aux sorties de capitaux américaines qui ont largement augmenté à cause des guerres, à cause des différents accords conclus, à cause aussi des aides militaires, à cause des systèmes d'alliance, exemple la création de l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord en 1949 pour l'assistance militaire, à cause aussi des investissements massifs, plutôt c'est pas massif ici, donc les investissements massifs à l'étranger, notamment vers l'Europe, en 1950, donc 19 milliards de dollars à la fin des années 50 et 40 milliards de dollars. Donc, quelles sont les caractéristiques du déficit de la balance des paiements des États-Unis pour mieux se rapprocher de cette situation? Donc, selon certains auteurs, il ne pose pas donc de problème aux États-Unis, car normalement, ils payent leurs dettes en dollars, ce qu'on appelle les billets verts, mais ils présentent un double intérêt pour les pays étrangers. Ils renforcent les réserves, la convertibilité des monnaies étrangères, puisqu'elle est à nouveau possible, et les échanges fonctionnent bien sur cette base. Mais en 1960, on va assister à des demandes accrues de conversion des stocks de dollars détenus par les banques centrales en leur équivalent en or, ce qui va réduire le stock d'or aux États-Unis. De même, l'utilisation des États-Unis du dollar pour régler un déficit commercial qui va être réalisé, lié essentiellement à la baisse des importations européennes, la quantité de dollars détenus à l'extérieur donc va augmenter en défaveur du stock de dollars aux États-Unis. D'où la perte de confiance des agents économiques dans la valeur du dollar. C'est ce qui va donc contribuer à la mise en cause du système de Bretton Woods. Donc, la crise de dollar, c'est quoi? On va revenir ici à l'accord de Washington. Donc, on va faire voir un peu plus d'histoire dans ces relations avec ce changement au niveau du système monétaire international. Donc, en 1960, le stock d'or américain est inférieur au stock de dollars détenu par les non-américains. Les non-américains plutôt. D'où le déficit de la balance des paiements des États-Unis. Donc, puisque son stock est faible en matière de dollars. Donc, face à la perte de confiance dans le dollar
Et loin de la dévaluation, politique qui est généralement éloignée en matière de pratique, les États-Unis vont adopter plusieurs mesures. En 1961, il va y avoir une réunion de 8 banques centrales, ce qu'on appelle le pool de l'or, avec le plan Kennedy essentiellement. Donc ces 8 banques, elles s'engagent pour stabiliser le prix de l'or, avec le maintien du cours de l'or autour de 35 $ l'once, une diminution du cours de dollar en or, en achetant en cas de baisse et en vendant en cas de hausse. Voilà l'engagement des 8 banques. Cet accord vise à réduire la pression sur les réserves d'or américaines en garantissant la convertibilité du dollar américain en or. Donc voilà, c'est une convertibilité par rapport à l'or réalisée dans le cadre de cet engagement des 8 banques centrales. Ceci a relevé donc les contributions nationales du Fonds monétaire international de 25%. Donc le pool d'or sera dissous en 1968 suite à la spéculation trop forte. C'est-à-dire que le système n'a pas pu bien fonctionner vu que au début il a donné ses fruits, mais avec le temps, donc la spéculation trop forte va le détruire. Depuis 1965, on va assister à l'adoption de politiques budgétaires expansionnistes. C'est suite à la guerre du Vietnam. Alors, la hausse des prix et la dégradation brutale de l'excédent commercial va être réalisée suite à cette politique. On va assister à un taux d'inflation de 6% vers la fin de la décennie. Et en 1968, les États-Unis vont suspendre la convertibilité en or pour les particuliers étrangers. Et n'est désormais possible que pour les banques centrales. Donc, elle a éliminé les particuliers en laissant la convertibilité partielle. La convertibilité partielle, elle n'est pas totale. Donc, en mars 1968, la création de 2 marchés parallèles de l'or. On va assister à la création du marché officiel et d'un marché libre. Donc, le marché officiel, il est réservé aux banques centrales sur la base du prix maintenu de l'once d'or à environ 35 $. Et le marché libre ou bien privé où le cours fluctue librement et la valeur dépendra de l'offre et de la demande des particuliers. Donc, en même temps, elles sont instaurées donc les droits de tirage spéciaux, comme nous l'avons déjà mentionné, par le Fonds monétaire international. Et donc, le dollar garde une place prépondérante. Rappel donc des droits de tirage spéciaux, donc c'est une nouvelle liquidité internationale qui se substitue à l'or, mais son utilisation il est limitée aux transactions entre les banques centrales. Ils sont donc constitués d'un panier de monnaie des pays membres et ils servent à distribuer des crédits sous forme de droits de tirage aux pays qui en ont besoin, nous l'avons déjà évoqué précédemment. Donc en 1970, on va assister à la récession de l'économie américaine. On va assister à un chômage important et à un déséquilibre du compte courant. Et on va aussi assister à la dévaluation du dollar par rapport aux principales monnaies européennes. Donc ça va s'imposer par la réalité des choses. Donc en août 1971, on va assister à la suspension de la convertibilité du dollar en or, et ce qui est réclamé par le président américain Richard Nixon. Puis, on va assister donc au flottement généralisé des principales devises. D'où la crainte d'une régression de la convertibilité, puisqu'elle nécessitait donc un minimum de stabilité de taux de change. Donc, la crise du système de Bretton Woods a abouti aussi à ce résultat. En décembre 1971, on va assister à un accord international sur les taux de change. C'est l'accord de Washington. Donc le dollar ici, il est dévalué de 8% en moyenne par rapport aux autres monnaies. Et on va assister à un élargissement des marges de fluctuation. Au lieu de plus ou moins 1%, on est passé à plus ou moins 2,25%. Et on va assister à la suppression de la taxe sur les importations. Donc c'est une réduction des mesures protectionnistes. Puis la fixation du prix officiel de l'or à 38 $ l'once. On va augmenter le prix officiel de l'or. Et on va assister à une nouvelle dévaluation en 1973 de 10%.
suite à la fermeture du marché d'échange. Donc les monnaies flottent progressivement, avant même les accords de la Jamaïque, parce que ces accords vont insister sur le flottement. Donc, ils vont, c'est-à-dire ces accords, ils vont décréter en 1976, de manière officielle, que l'or n'est plus la liquidité internationale. Et donc, en janvier 1976, donc il y avait la signature des accords de la Jamaïque. Donc, c'est synonyme du déclin et de la fin. C'est une déclaration donc de la fin du système monétaire international de Bretton Woods, avec l'officialisation des bases d'un nouveau système, lequel c'est que les monnaies ne peuvent être définies par rapport à l'or, et donc l'or il est démonétisé. Donc ce sont les droits de tirage spéciaux qui vont devenir la monnaie internationale. C'est sous forme d'un panier de 5 devises essentielles. C'est le dollar, c'est le mark, c'est le yen, c'est le franc français et la livre sterling, dont la valeur n'est liée à aucun étalon. Donc les banques centrales, elles n'ont plus d'or, mais ils ont des droits de tirage spéciaux ou bien des monnaies nationales. D'où, on va assister donc à la transition vers un régime de change flottant. Alors quelles étaient les conséquences? Depuis 1976, les pays sont libres d'adopter le régime de change de leur choix. Les États-Unis, le Japon, le Canada et la Suisse ont choisi de laisser flotter leur monnaie. D'autres pays ont préféré d'établir le taux de change de leur monnaie par référence à la monnaie de leur principal partenaire commercial, par exemple le dollar, ou bien le franc français pour les pays de la zone France. Et certains pays ont rattaché leur monnaie à une unité de compte, c'est l'écu, pour les pays de la zone de la communauté européenne dans le cadre du système monétaire européen. Il faut noter ici que le contexte fut marqué par l'accélération de l'inflation qui s'est mondialisée, comme on va le voir dans les figures ci-après, et aussi le contexte est marqué par les deux chocs pétroliers 1973 et celui de 1978. Donc voilà, dans ce diagramme, on peut lire que à travers ici les siècles d'inflation en France, donc c'est ici à partir de 1800 jusqu'à 2012. Donc qu'est-ce qu'on peut constater? On est dans cette phase surtout, donc ici c'est les guerres napoléoniennes, donc c'est ça. Mais à partir de 1920, à partir de la Première Guerre mondiale, et un peu avant, il y avait augmentation des taux d'inflation. Donc voilà, l'inflation, elle est en rouge, elle est supérieure à 5. Mais supérieure à 5, c'est ici. Donc ici, dépasse les 10, les 20, les 30, jusqu'à arriver jusqu'à 40% carrément. Voilà des niveaux élevés. Avec la Deuxième Guerre mondiale, elle va être approximative de 60%. Et au niveau des chocs pétroliers aussi, l'inflation a existé jusqu'à 1980. Voilà pour ce qui est de la France. Pour ce qui est aussi des États-Unis, elle a vécu des situations d'inflation importantes. Donc vous avez les périodes passées, donc ici les périodes qui nous intéressent pas pour le moment, mais à partir de la Première Guerre mondiale, vous voyez donc que l'inflation elle est supérieure à 5%, la Deuxième Guerre mondiale aussi, avec les chocs pétroliers, donc ils ont subi presque les mêmes conséquences. Donc, concernant l'évolution du taux d'inflation annuel entre 1970 et 2017 pour l'Union européenne, donc on peut, selon les statistiques de l'OCDE, donc voir ce schéma et essayer de le comprendre et l'interpréter. Donc vous voyez ici la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni avec des couleurs différentes, et vous voyez la phase entre 1970 et 1980 essentiellement, donc des pics en matière d'augmentation du taux d'inflation. Mais, suite aux ambiguïtés du système de flottement, volatilité du taux de change, l'incertitude, la spéculation qui est mal maîtrisée et l'instabilité monétaire, et pour lutter contre les désordres sur le marché des changes liés notamment au déséquilibre américain, les grands pays industrialisés, ils ont cherché durant les années 80 à coopérer une autre fois pour favoriser cette fois-ci une intervention coordonnée des banques centrales sur le marché des changes dans leur réalisation. Donc, c'est un nouvel accord qui va apparaître dans
le cadre du système monétaire international